Réalisation Ibrahim Adas Silla, conduite technique Asmao Diallo, cadrage pour les images à Fodé Camara Lamine Sissé. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci une fois encore de nous préférer. Bienvenue dans l'émission Comprendre l'actualité, le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les soirs quand il est 16h à temps universel en réseau synchronisé sur Pacifica FM à Zérekoré. Également, cette émission est reprise à Kindia grâce à notre relais 97.3. Ou partout où vous êtes, vous avez la connexion www.sabarifm.com. C'est le direct. Merci de nous choisir. Nous sommes mercredi 19 septembre 2018. Nous sommes ensemble pour au moins une heure. Au menu de ce rendez-vous, deux sujets. Le premier, nous allons parler une fois encore de la situation du port autonome de Conakry, notamment le premier responsable de la délégation syndicale du port, Cheikh Chérif Touré, placé finalement sous mandat de dépôt. Il a été écroué à la maison centrale de Conakry. Alors la question, que faut-il craindre dans la crise qui mine le port autonome de Conakry? Peut-on parler de l'huile jetée sur le feu? Vous entendrez le commentaire des experts dans cette émission. Il faut le rappeler que Cheikh est poursuivi pour diffamation et injure du président de la République, mais également son fils. Et deuxième sujet, l'actualité reste toujours dominée par la crise qui mine également la Cour constitutionnelle. Véritable cacophonie, même les juristes se contredisent au point que l'opinion ne sait plus à quelle vérité se fier. Alors, qu'est-ce qu'il faut privilégier pour sortir cette institution de ce tembrouglio? Vous entendrez le commentaire des experts dans cette émission. C'est le menu et en fin d'émission, surtout ne bougez pas, vous aurez le beau du président, mais également cette cinglante réaction d'un auditeur, un citoyen défendant les valeurs du RPG Arc-en-Ciel qui s'est ouvertement attaqué à la radio. En fin d'émission, vous l'entendrez une fois encore dans cette émission, comme pour dire que nous prenons tout au sérieux. Les démarches sont déjà engagées pour rechercher, retrouver ce individu. Et je ne sais même pas comment le qualifier. Voici le menu. Ils sont 4 autour de moi cet après-midi pour en débattre. Bonsoir Abouakar Kone. Bonsoir Malik, bonsoir à tous. Bonsoir Koloba Koivogi. Bonsoir à tous. Bonsoir Bari Mamadou 2. Bonsoir à tous. Bonsoir Amadou Makissa Diallo. Bonsoir à tous. Une fois encore, merci de nous préférer. Bienvenue à tous. L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison d'en comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction, du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3. Comprendre l'actualité, toujours en direct sur Sabari FM, à partir de 16h. Comprendre l'actualité, les autres viennent après nous. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Une fois encore, merci de nous choisir. Bienvenue dans cette émission Comprendre l'actualité que nous ouvrons par une brève. Le syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée a réitéré sa menace hier à l'issue d'une assemblée générale qu'il a tenue à son siège à Donka. Abouakar Souma et Père ont réitéré leur menace de déclencher maintenant une grève générale à partir du 23 septembre si le gouvernement n'appelle pas à une négociation avant l'ouverture des classes prévues officiellement le 3 octobre à Abouakar Condé. Est-ce que c'est une menace à prendre encore une fois au sérieux? Mais écoutez, c'est une menace à prendre au sérieux, d'autant plus que le SLEG, c'est ce moment qui s'approche comme ça de l'ouverture des classes. Donc le SLEG a la possibilité de perturber la rentrée scolaire et qui sera aux grandes dames, bien sûr, des enfants, bien sûr, et également des parents d'élèves. Donc je pense qu'il est important puisque le SLEG a parlé pratiquement sur tous les toits. On veut reprendre ce dialogue, mais le dialogue ne vient jamais. On ne nous a pas appelé, encore moins nous envoyer une correspondance officielle pour nous inviter autour de la table. Puisque déjà, moi je me suis dit, pourquoi revenir autour de la table? Puisque déjà, les dés sont déjà jetés par le Premier ministre. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait que s'il y a blocus, c'est ce qui fait que même du côté du gouvernement, on a du mal à appeler les gens pour discuter sur quoi. D'autant plus que le syndicat dit qu'on vient pour discuter sur les 8 millions et obtenir. Donc ça veut dire que de l'autre côté, il y a un camp qui ne veut pas faire de compromis, de l'autre camp qui fait de la surenchère, et le gouvernement qui devrait en principe faire appel ne fait pas appel. Donc on se demande aujourd'hui, est-ce que c'est un dialogue de sourds auquel on est en train d'assister? Je le dis oui, parce que depuis que le Premier ministre a fait sa communication, d'ailleurs depuis qu'on avait arrêté Amara Mansa, le SLEG avait suspendu sa participation, et après le lendemain, Amara Mansa a été libéré, et automatiquement le SLEG a appelé
pour dire qu'on est d'accord pour relancer le dialogue. Et depuis, jusqu'ici, ça fait comme ça 2 semaines, il n'y a pas de suite, pas d'appel, pas d'écrit. Donc je pense que j'ai comme l'impression aujourd'hui que et le gouvernement et le syndicat, peut-être sont... Il y a cette crise de confiance qui s'est installée parce qu'on sait maintenant qu'on vient autour de la table pas pour obtenir ce que nous voulons mais pour simplement la position du gouvernement est déjà connue. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est une réelle menace qu'il faut prendre à bras le corps parce qu'il est important pour le gouvernement de faire en sorte que cette rentrée-là ne soit pas perturbée. Si elle est perturbée, ça voudrait dire que le gouvernement sera entièrement comptable de ce qui va se passer. Je mets ça au conditionnel. Pourquoi le gouvernement piétinerait les pas par rapport à ce dossier? C'est difficile de comprendre. Moi, déjà, je crois que le Premier ministre Kassory a fait une très mauvaise communication en disant que non, cette fois-ci aussi, il n'y aura pas augmentation et tout. Donc ça... Il ne l'a pas dit. Si, il ne l'a pas dit. Non. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'augmentation. Il dit que les 8 millions ne sont pas envisageables. Tout à fait. C'est voilà. une façon. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une augmentation. Justement, franchement, je ne sais pas si, en tout cas, si c'est le même vocabulaire, on est en train de comprendre. Tout compte fait, le gouvernement avec Kassory a été catégorique pour dire qu'on ne peut pas aller vraiment à 8 millions. Mais où on va dans ce pays? Je crois que Aboubakar Souma et les syndicalistes font de trop parce que tous les Guinéens ne sont pas des fonctionnaires, ça il faut le dire. La plupart des entreprises privées... Donc vous êtes d'accord avec Kassory? Non, pas que je suis tout à fait d'accord. Vous savez, là où se trouve le problème, c'est qu'il y a une crise de confiance. Aujourd'hui, quand vous remarquez pratiquement le train de vie de l'État, vous voyez les ministres, on parle des millions qu'on retrouve dans des comptes, il y a de l'argent qui se volatilise, on ne sait plus, et puis des gens qui viennent de nulle part aujourd'hui, qui sont assez riches et tout. Je crois que quand ces pauvres quand même enseignants demandent l'augmentation, c'est parce qu'ils savent pertinemment que le gouvernement a suffisamment d'argent. Le gouvernement n'est pas opposé quand même à une augmentation. Le gouvernement est tout à fait opposé. D'ailleurs, il a refusé carrément, vous savez, comme l'a dit Aboubakar, c'est maintenant un dialogue de sourds, mais je crois une fois encore, les conséquences vont... Il y aura d'abord, je dis que l'augmentation ne sera pas partielle. Quand on augmente au niveau de l'enseignement, on va augmenter chez tout le monde au niveau de la fonction publique, ça il faut le dire. Et l'incidence est de trop. Parce que quand on augmente les salaires, ça franchement, vous avez vu la conséquence directe de ce qui s'est passé tout récemment avec l'augmentation du prix du carburant, l'augmentation même de l'électricité, on a revu à la hausse, la tarification et tout ça. Cela a été la conséquence directe de ce qui est arrivé au niveau du système éducatif, les revendications et tout ça. Donc je crois qu'il ne faut pas étouffer davantage le peuple de Guinée. L'État quand même n'a qu'à communiquer, l'État n'a qu'à appeler vraiment, je crois, le SLEG au niveau de la table de négociation pour expliquer les conditions dans lesquelles se trouve l'État. Mais l'État doit une fois encore réduire son train de vie parce que tous ces bruits que nous entendons au niveau de l'argent volé par-ci, par-là et tout, je crois que ça ne rassure pas vraiment. Il faut faire en sorte que la richesse nationale soit partagée de façon équitable. Amadou Macky Sall, vous comprenez, comment vous pouvez expliquer cela? L'État traîne un peu les pas par rapport à ces négociations, d'autant que le syndicat réclame quand même ce dialogue. Je ne pense pas que l'État vraiment traîne les pas. Je pense que l'État est dans une position statique depuis la sortie du Premier ministre. Ouais. On parle de mauvaise communication, bien sûr, parce qu'il est sorti de façon vraiment tranchante. Il dit pas possible. Certes, il n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'augmentation, mais il dit que 8 millions, c'est trop. On ne peut pas donner. Il dit que même un instituteur français ne prend pas 8 millions. Donc, cette position statique a certainement inspiré les négociateurs qui étaient déjà autour de la table avec les syndicalistes à, disons, observer une position, elle aussi, pas statique, parce que depuis, disons, cette sortie de Kassory, certes, il y avait les négociations en cours, mais ça s'est estompé. Moi, je ne parle pas de l'arrestation du syndicaliste. C'est vrai, l'arrestation du syndicaliste est venue s'inviter dans les débats, mais on s'attendait à ce que vraiment il y ait relance. Mais qui a besoin qu'il y ait vraiment dialogue autour de ces 8 millions? Moi, je pense que autant les syndicalistes ont besoin qu'on augmente le salaire des enseignants, autant l'État aussi le gouvernement devrait avoir besoin aussi qu'il y ait vraiment de la quiétude pour qu'on assiste à une rentrée scolaire paisible. Et c'est cela, c'est pourquoi on peut qualifier la chose ce imbroglio comme un dialogue de sourds. Mais à voir de près, moi je pense qu'aujourd'hui,
les syndicalistes devraient vraiment lâcher prise, parce que moi je vois un peu la situation du pays. Le problème, c'est pas à leur niveau. Oui, d'accord. Ce n'est pas à leur niveau. C'est pas à leur niveau, mais tout doit se discuter autour de la table. On est à quelques microns. Oui, c'est le gouvernement qui veut créer cette situation en mode Macky Sall, il faut le reconnaître. Oui, justement. Là, il faut aller autour de la table discuter. Là, je n'en disconviens pas. Pourquoi ils refusent de discuter aujourd'hui? Parce que quand même, parce que quand on voit, quand on lit les propos de Souma qui dit qu'ils ont tendu la main, ils ont même écrit pour que vraiment alors que c'est le contraire qui devrait alors que c'est le contraire qui devrait se faire. Là, je peux comprendre effectivement que le syndicat a quelque part, disons, il y a le syndicat exprimer sa bonne foi quand même. Il y a une dose de bonne foi, mais n'oublions pas aussi que au-delà de cette, disons, de cette main tendue, qu'il y a une dose aussi de surenchère dans ce qu'ils sont en train de faire. Ça, il faut pas le nier. Il y a une surenchère sur ce qu'ils sont en train de faire. 8 millions, certes, je sais que les Guinéens sont habitués à ça. Quand tu veux 100, tu demandes 10 000. Mais je ne pense pas que ça puisse continuer comme ça. Paralyser toujours le secteur éducatif, je pense que ça aura un impact sur le niveau des élèves. Koloba, réaction par rapport à cette énième menace? Je pense que le syndicat est dans une démarche normale. Même dans les rouages de l'administration, on met de la pression sur les enseignants avec des multiples contrôles pour, dit-on, une éventuelle augmentation du salaire, parce que pas plus tard que 2-3 jours depuis hier déjà, il y a une date butoir qui a été donnée aux enseignants qui sont fait enrôler également de déposer des mêmes fiches, des mêmes copies, des mêmes documents qui ont été demandés au cours de recensement biométrique, de les fournir, de les déposer au niveau des directions des ressources humaines des différentes communes de Conakry. Pour, dit-on, il a bien été mentionné sur ce document pour une éventuelle augmentation du salaire. Alors, est-ce qu'on parle de 8 millions qui exigent les syndicats? Et je vous apprends également que demain déjà, c'est la rentrée administrative, et à compter du 3 octobre prochain, on a appris qu'il y aura ce qu'on appelle le contrôle physique des enseignants dans les concessions scolaires. Ce qui est normal. On ne peut pas mettre la pression sur des enseignants. Et de l'autre côté également, vous demandez aux enseignants d'enseigner. Et à longueur de journée, on critique les enseignants. Ils n'ont pas le niveau, ils dispensent mal les cours. Vous ne pouvez pas demander plus aux enseignants s'ils sont mal payés. Et moi, je veux rappeler à ceux-là qui pensent que... Mais il y a un effort déjà, parce que vous-même... Quel effort là? Franchement, non, quel effort là? Vous annoncez l'augmentation, vous avez vu le document? Non, mais c'est ce qui a été dit. Non, on dit une éventuelle augmentation. Et cette éventuelle augmentation n'a pas été précisée. Est-ce que ce sont les 8 millions demandés par Souma, ou alors c'est autre quelle augmentation? Alors, ce sont des alibis pour l'instant utilisés par l'administration, en tout cas par le biais de l'augmentation veut qu'on rehausse un peu. Et c'est normal. Non, oui, c'est normal. Encore une fois, les syndicalistes, les enseignants, et tout comme les autres entités, je m'en fous pas mal de cette communication. Ils ne sont pas les seuls. On a fait ceci. D'abord, les 40 millions dont on parle, les anciens, franchement, j'ai perdu le truc. Non, allez-y, on vous attend. Les 40 millions dont on parle, ce ne sont pas les enseignants. Les 40%. Les 40%, merci de la précision. Les 40% dont on parle, ce ne sont pas les enseignants seuls qui ont connu cette augmentation. Donc les gens cessent un peu de faire une certaine diversion pour dire qu'on a augmenté le salaire des anciens à hauteur de 40% pour être mieux informés. Tous les fonctionnaires, certes, ont connu cette augmentation, mais peut-être l'augmentation n'a pas été de facto au cours du mois comme ça a été pour les anciens. Sinon, l'augmentation de 40%, c'est pour tous les fonctionnaires guinéens. Et en plus, je dis encore une fois, le Guinéen n'est pas le plus maudit par rapport aux autres de la sous-région. Le Guinéen n'est pas le plus bête. Le Guinéen n'est pas celui-là qui vit sur une terre pauvre. Alors, dans des conditions normales, regardez, le samedi dernier, des médias étaient venus à Conakry pour expliquer l'effort un peu consenti par les autorités guinéennes dans le cadre des élections, de l'organisation des élections au Mali. Le Mali, qui est un pays qui a connu la guerre et qui vit encore une guerre, a organisé les élections avec ses propres ressources financières. Alors, est-ce que le Mali est plus riche que la Guinée? J'estime que non. Ou alors, j'estime que le Mali est mieux géré que la Guinée. La Côte d'Ivoire, ce pays est-il est-il riche par rapport à la Guinée? Je crois que non. Le Sénégal, qui n'a que de l'arachide là. Il faut à un moment donné qu'on sorte de cette histoire de dire qu'il y a notre économie à soutenir à hauteur de 30%. Et au moment, ce sont les messieurs qui roulent dans des voitures de 200-300 millions, on n'a pas de détournement. Le Guinéen ne va pas continuer à être toujours celui-là qui est moins payé, le pauvre par rapport aux autres. Mais personne ne compte l'augmentation. Non, mais vous l'avez dit qu'on peut augmenter le salaire des enseignants. Moi, j'estime ceux qui parlent là, ceux qui parlent Kassori, dont vous citez, il prend un instituteur français pour comparer aux enseignants guinéens. D'abord,
au lieu de parler de la France, on sait que la France est mieux développée, plus développée que la Guinée. Moi, je ne compare pas la Guinée à la France. Je compare la Guinée par rapport aux autres de la sous-région. Prenez la grille salariale des autres enseignants de la sous-région. Je dis bien, l'instituteur ivoirien est payé à 410 000 francs CFA. Ça fait combien de millions là? Franchement, et on ne parle pas des instituteurs. Un instituteur en Côte d'Ivoire est mieux payé que l'enseignant même de l'université guinéenne. Alors, franchement, qu'on essaye de se respecter un peu dans ce pays. Franchement. Moi, je crois. Juste ajouter au fait que. Tout à fait. Vous savez, comparaison n'est pas raison. Prendre la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou la Guinée-Bissau, comparer au niveau de vie de la Guinée, c'est pas la même chose. La jaune CFA. Sinon, vous direz qu'une boîte de Coca-Cola coûte plus cher aux États-Unis qu'en Guinée. Mais on parle pas de la. Moi, je me compare des réalités de la sous-région. Non, pas forcément que la sous-région. On ne peut pas limiter cela. Si vous ne pouvez pas comparer la Guinée. Vous ne pouvez pas comparer la Guinée aux États-Unis. Acceptez que les gens fassent des comparaisons. Vous ne pouvez pas avoir un champ réduit et que vous voulez que tout le monde soit dans un champ réduit. C'est pas possible. Voilà. Rien ne sert. Mais non, je ne veux pas passer au pire. Alors, sortons de la comparaison. Restons en Guinée. On va dire qu'il n'est pas envisageable quand même de donner 8 millions quand même à un enseignant et les autres corporations. Voilà. Maintenant, sortons de la comparaison. C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple. Je crois que, imaginez un seul instant qu'un enseignant soit payé à 8 millions. Vous imaginez la conséquence de cela? Quelle conséquence? Non, je vous dis, moi je suis économiste de formation. Au-delà du jusqu'au moi je souhaiterais que ils ne sont pas les seuls fonctionnaires. Non, ils ne sont pas les seuls fonctionnaires. Et ceux qui touchent 500 millions et ceux qui touchent 15 millions de francs guinéens ne sont pas des Guinéens. Ils ne sont pas les seuls fonctionnaires de l'État. Et les magistrats qui prennent de cela, justement. Il parle de quelles conséquences? Maintenant, vous attendez-le. Nous vous écoutons de quelles conséquences il s'agit. On va avancer. C'était même une brève. Moi je crois que ça quand même, la conséquence sera énorme pour le pays parce qu'il y aura l'inflation qui sera à un niveau incontrôlable. Lorsqu'un fonctionnaire est payé à 8 millions, tout de suite les prix vont grimper, ça je vous dis. C'est sûr. Même si aujourd'hui, même si Alpha Condé appelait tous les fonctionnaires, c'est-à-dire au téléphone, en tout cas il disait que non, j'augmente, mais ne dites pas ça aux commerçants. Automatiquement, c'est une loi de la nature. Dès que le salaire augmente, automatiquement il y aura l'inflation, les prix vont doubler, vont tripler. Et rien ne va coûter. C'est-à-dire que si on peut vous payer 1 million, mais si le salaire coûte 8 millions, 9 millions, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens. Je crois une fois encore, Abakar Souma est en train de faire de tout. Abakar Souma est en train de faire de tout. Je crois que tous les Guinéens ne sont pas des fonctionnaires, ça il faut le dire. Ils ne sont pas des enseignants. Tous les Guinéens ne sont pas des enseignants, ça c'est tous les Guinéens ne sont pas des fonctionnaires. Des fonctionnaires également. Voilà, donc la dernière fois, lorsqu'il y a eu cette augmentation, est-ce que cela a suivi dans le privé? J'ai dit non. Aujourd'hui, on est en train de manipuler un petit syndicat, le syndicat national de l'éducation qu'on vient de créer. Ça, c'est quand même... C'est un contrepoids, hein? C'est un contrepoids. Justement, c'est un contrepoids. Je crois que le gouvernement est en train de jouer à l'essoufflement. Vous avez vu la dernière fois, les gens ont commencé à manifester. Finalement, les gens ont manifesté. Et finalement, ils étaient fatigués. Et puis, on a laissé tomber. Ça n'a plus de sens. Donc, c'est la même chose qu'on est en train de faire. D'autant plus que le gouvernement, d'ailleurs, malheureusement, les informations que nous avons... le cas SLEG n'est pas le même. Non, justement. Parce que SLEG, c'est la rentrée scolaire qui est annoncée. Et vous n'allez pas dire qu'ils vont faire de la simple diversion en refusant de les inviter autour de la table. Quand ils ne reviennent pas autour de la table, ça sera dommageable pour le gouvernement. Parce que demain, c'est la rentrée administrative. Voilà. Le constat, vous ne trouverez pas. On allait voir ce qui va se passer. Attendons de voir ce que demain nous réserve. Voilà. Personne ne peut nous dire que demain, il n'y aura pas cette rentrée. Je le dis encore. Le gouvernement a plus intérêt d'ouvrir ces négociations. Parce que si ça clash, c'est le gouvernement qui sera comptable. C'est le gouvernement qui est comptable. D'accord, nous allons continuer cette émission en ouvrant maintenant le chapelet des sujets officiellement inscrits. Je le disais, Cheikh Chérif Touré, le premier responsable syndical du port autonome de Conakry, finalement transféré à la maison centrale Koloba. Hier, son audition a duré pratiquement toute la journée. Il est poursuivi pour diffamation et injure du président de la République et son fils Alpha Condé, Mohamed Alpha Condé. Bon, écoutez, l'affaire se corse, hein? Non, par rapport à ce dossier, moi, je ne veux pas trop m'aventurer sur... Vous voulez être prudent parce que ce qu'on dit, on a écouté son adjoint hier, l'adjoint du syndicaliste qui est interpellé, qui dit il a été convoqué pour un dossier qu'il ne connaît pas. Et après, entre-temps, on a lu dans la presse qu'il aurait tenu une déclaration qui a été confirmée par son adjoint par rapport aux 30% que détiendrait le fils d'Alpha Condé dans ce fameux contrat. Et puis un contrat que nous pouvons avoir
Pour moi, ce que je dénonce, une certaine volonté manifeste du gouvernement, c'est ma lecture de la situation qui vise à faire taire ses responsables au niveau du syndicat. On passe par tous les moyens parce que déjà, si le responsable syndical est cloué au niveau de la maison centrale, son adjoint va certainement se mesurer dans les prises de position. Et ceux-là même qui suivent le mouvement vont se taire, mais je ne pense pas que cette manière vise à attirer davantage ces investisseurs dont qu'on pense qu'on est en train de les inciter à investir à Conakry. Je pense que le port autonome de Conakry, on peut forcer les gens à ne pas manifester, on peut les obliger, c'est le mot qui sied, on peut les obliger à ne pas manifester, à adopter une certaine position stoïste, de rester face à cette situation, mais ce qui risque d'arriver, on risque de paralyser les activités au port autonome de Conakry, ou tout au moins, si on ne paralyse pas les activités au port autonome de Conakry, on risque également de donner une certaine mauvaise image à l'extérieur pour dire aux Guinéens, pour dire aux étrangers que c'est nous, il y a des manifestations, et de cette manière-là, toutes les communications, les promesses qui ont été prises par le pouvoir en place pour moraliser la gestion, pour nous, en réalité, c'est une peine perdue, de véritable illusion. Et on ne peut pas forcer la population à adhérer à une situation. À un moment donné, c'est la population qui peut également vous forcer à faire cette situation. Trop de frustration, ça risque de nous amener à un terrain que nous ne voulons vraiment pas en arriver là. Est-ce que cette situation risque d'étouffer un peu le mouvement ? Bon, étouffer le mouvement, je ne pense pas que on peut arriver jusqu'à ce niveau, étouffer le mouvement de sitôt. Mais bon, je pense que c'est de la bonne guerre entre tout gouvernement et partout dans le monde. Le gouvernement cherche toujours à ce que vraiment les syndicalistes, comme on le dit entre griffes, ferment la gueule. C'est toujours comme ça, que les syndicalistes ferment les gueules. Et je pense que c'est de la bonne guerre. Et pour le cas précis de M. Cheikh Touré, qui passe aujourd'hui sa première nuit à la maison centrale, je pense que nous sommes à un niveau maintenant où il faut vraiment laisser la justice faire son travail. Mais toujours est-il que, même quand on est syndicaliste, il y a des fois, c'est vrai, personne n'apprécie comment les choses se déroulent. Il y a des écarts de langage quand même ici. Personne n'apprécie ce qui s'est passé au port parce que ne serait-ce qu'à voir ces deux dames-là, même le président n'a pas apprécié à un moment donné ce qui s'est passé là-bas. Surtout la sortie de ces deux dames-là, même si quelque part tout a été orchestré là-bas. Mais quand aujourd'hui nous sommes dans un monde moderne, quand tout ce que vous dites, assurez que vous avez vraiment des preuves palpables de ce que vous dites. Et je pense que ça c'est pour éviter tout éventuel grappin que le gouvernement peut vraiment mettre sur vous. Et je pense que nous sommes dans ce cas d'espèce. Et Cheikh Touré, peut-être dans l'euphorie, quelqu'un l'aurait appelé pour lui tenir, parce que c'est ce que Magas a dit hier. Quelqu'un l'aurait appelé pour lui filer des informations. Est-ce que cette personne même ne roule pas pour le gouvernement? Parce que c'est toujours comme ça. Il faut vérifier l'information. Il faut recouper l'information. On se souvient du cas de Sogui de l'UFDG. Voilà. On peut toujours te filer des informations pour te mettre dans une position, dans une situation vraiment dans laquelle il est difficile de t'extirper. Et je pense qu'il est dans cette position aujourd'hui. Donc, à tous ceux qui s'agitent, tous ceux qui dénoncent, assurez que vous avez vraiment de la bonne information avant de vous mettre à dénoncer. Parce que dire que le président, le fils du président détient 30% dans ce contrat-là, et quelque part, les gens disent qu'ils n'ont pas le contrat, ou en tout cas, ceux qui disent qu'ils ont le contrat, ils disent que ce n'est pas le bon contrat. Koulouba le rappelait ici, même certains proches du pouvoir n'ont pas ce contrat-là. Et quelque part, moi je me dis, il faut faire preuve de circonspection en disant certaines choses. Est-ce que c'est ni plus ni moins qu'une simple intimidation pour étouffer le mouvement? Mais tout à fait, parce que quand vous voyez la vitesse à laquelle c'est plus que Usain Bolt, la façon dont on a expédié ça rapidement, on a pris le monsieur pour dire que non, il faut qu'il réponde et tout. Je crois que Cheikh, il est tombé dans un petit piège, peut-être un piège, parce que je ne crois pas que quand même dans un contrat,
où on accuse le fils du président, on va nommément citer le nom de la personne dans le contrat pour dire qu'il détient 30%. Est-ce qu'il parle du contrat? Parce que la question se pose jusqu'hier. Moi, je me posais cette question. Les 30% dont il est question, est-ce que dans la société... vous pensez qu'Alpha ou son enfant, parce qu'on ne peut pas... On peut mettre ça dans un contrat et tout. Je crois que c'est pas possible, ça. Il faut pas être... Il faut pas se moquer de la société Al-Barek. De la société Al-Barek. Le président aurait 30%. Oui, mais si c'est le cas, d'ailleurs, on sait comment les sociétés, quand même, les offshore, c'est-à-dire des sociétés, il y a des prête-noms. On peut créer une société au nom Abakar Condé, mais en réalité, ça appartient à Ibrahim Diallo, ainsi de suite. C'est des choses qui existent aujourd'hui. Ben, une fois encore, je crois que peut-être celui qui a donné l'information, il a induit en erreur. On cherchait à mettre main sur lui pour lui glisser ça et puis peau de banane. Voilà, peau de banane. Parce qu'on peut pas se permettre de le dire parce que c'est une hypothèse. Comment on ne peut pas se permettre de le dire? Il a déjà affirmé qu'il a induit en erreur. C'est pas parce qu'on a envoyé Cheikh Touré au niveau de la maison centrale. Combien de Guinéens sont détenus illégalement au niveau de la maison centrale? Non, moi je ne peux pas. On ne peut pas dire qu'ils sont illégalement. On n'a pas tranché. On n'a pas tranché. Il dit que Cheikh Touré n'a pas raison ou on l'a induit en erreur. Non, il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Il se peut qu'il soit induit en erreur. Il se peut qu'il soit induit en erreur. Une fois encore, donc c'est pourquoi, quand il y a des situations qui vous arrivent, je crois que toute personne qui vous rapporte l'information, la première chose, il faut se dire que la personne est en train de... Il faut douter. On est en train de vous induire en erreur et tout. Donc, cherchez à recouper l'information avant de dire quoi que ce soit. Parce que aujourd'hui, Cheikh est dans une situation où pratiquement, au port, les travailleurs du port se regardent aujourd'hui en chien de faïence. Là, il y a une bonne partie qui est toujours avec le syndicat, c'est-à-dire Cheikh, et une autre partie qui refuse carrément d'obéir au mot d'ordre du syndicat. Donc, je crois que la situation est en train d'évoluer. Et puisque l'affaire est dans les mains de la justice, tout ce que moi je regrette au niveau de la justice, c'est quoi? C'est qu'en Guinée et dans la plupart des pays francophones, lorsqu'on accuse quelqu'un, tout de suite, avant que la justice déjà ne se prononce, vous aurez perdu du temps inutilement. Après tout, on se rend compte que non, vous avez raison, vous n'avez pas raison. Donc, on devait rapidement expédier, en tout cas évacuer ce dossier. Donc, en conclusion, ça risque de nous confronter à un juge pour que l'affaire soit rapidement évacuée, qu'on chasse réellement. Est-ce que ce qu'il est en train de dire, ce qu'il a dit, c'est vrai ou c'est faux, au lieu de le mettre en prison, une façon en tout cas... C'est de tuer le mouvement. De tuer le mouvement, d'abord parce qu'aujourd'hui, pratiquement, Mangas Sour, il est incapable face à ce qui arrive au port. Et on sait que la tête pensante de tout ce qui arrive, franchement, c'est Cheikh le numéro 1, c'est lui qui se battait sur tout. Donc aujourd'hui, on sait que en mettant ce monsieur au Niouf, c'est fini pratiquement. Donc le mouvement va être rapidement étouffé, c'est ça. Oui, Bakar. Écoutez, je pense que nous sommes dans la même logique. Si c'est vrai que ce que Cheikh dit, il a des preuves, il a été auditionné. Je crois que dans l'audition, il n'a pas pu donner des preuves convaincantes. Parce que devant le procureur, on vous demande votre source, quelles sont les preuves que vous avez. Et si vous n'avez pas... Ça dépend de l'appréciation des preuves également. Hein. Oui, si vous n'avez pas des preuves convaincantes, vous êtes directement placé, on vous dit directement, vous êtes placé sous contrôle judiciaire, ou du moins, directement, on vous met en garde à vue. Est-ce que c'est qui arrive à Touré? Peut-être que oui, parce qu'on ne peut pas quand même le garder impunément comme ça. Ici, il n'a rien fait. Le garder simplement parce que puisque c'est lui qui a la grande gueule, on veut le fermer la boucle. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, espérons qu'il sera présenté devant un juge pour qu'il soit entendu avec son avocat, parce que je ne sais pas, est-ce qu'il a été entendu avec son avocat? Parce que quand vous arrêtez... Oui, Maître B a été là-bas. Donc, voilà, si c'était l'arbitraire, Maître B ne peut pas le faire passer comme ça. Donc, s'il a été demandé qu'il soit encore devant, sous les lois, en tout cas, qu'il soit réservé par la justice, je pense que c'est tout à fait normal, parce que moi, je ne défends pas quelqu'un qui diffame quand même, parce que si ce qu'il apporte n'a pas de preuve, dire que le fils du président détiendrait 30% de cette action de Al-Barek, c'est une grosse accusation. Donc, il va falloir apporter des preuves. Si c'est maintenant, je trouve que c'est une preuve, et là, heureusement qu'on a une assemblée moribonde, elle ne fera absolument rien pour faire une enquête parlementaire, pour essayer de s'auto-saisir du dossier. Et la justice qui est là, est-ce que c'est une justice... J'ai comme l'impression que c'est une justice expéditive, qu'on est là aujourd'hui pour effrayer un peu le mouvement, parce qu'on a tout fait pour que Cheikh Touré sur la boucle, il n'a pas voulu le faire, on a tout fait avec Bagas, pas question, et aujourd'hui, on trouve une peau de banane, et puis voilà, on glisse, et voilà, ils sont tombés dans un piège. Est-ce vrai? Donc, attendons de voir ce qui va se passer. Moi, je reste encore sur ma faim, je ne dis pas qu'il a tort, je ne dis pas qu'il a raison, j'attends qu'il soit là devant le juge, qu'il essaye, qu'on l'auditionne maintenant, il y aura une audience libre, maintenant il va se prononcer, il donnera peut-être sa source, et voilà, si la source qui est là, elle est crédible, et voilà, on va le relâcher. Mais cela ne voudrait pas dire qu'on
On va étouffer le mouvement. Moi, le mouvement que j'ai vu au port, ce n'est pas un mouvement qu'on va facilement étouffer. Non. Les gens sont engagés et d'ailleurs, derrière, il y a des partis politiques qui sont derrière ce mouvement. Il y a des acteurs de la société qui sont derrière ce mouvement. Donc, je pense que comment va aller, ils vont essayer peut-être de faire taire Cheikh Touré, mais je sais que quand il va sortir, le mouvement va encore être relancé. Parce que jusqu'ici encore, le contrat n'est pas rentré en vigueur. Le contrat du port n'est pas rentré en vigueur parce qu'il y a des aspects techniques qui n'ont pas été encore discutés pour être validés. Donc, je pense que le contrat, il est encore en suspens. Donc, attendant de voir ce qui va se passer dans les jours à venir, est-ce que Cheikh sera purement simplement relaxé pour délit non constitué ou bien il va être écroué? Moi, ce que je voudrais juste ajouter, parce que hier on nous a fait croire que Kaloum était pratiquement sous les feux, on était en train de brûler, parce que simplement la population s'opposait à ce qu'on amène Cheikh Touré à la maison centrale et tout ça. Même à la DPJ. Voilà, donc il y a assez de problèmes à ce niveau, mais il faut dire que l'État, la puissance publique quand même doit jouer son rôle. Un individu ne doit pas être au-dessus de la loi. Donc je crois que... Mais il ne faut pas lui faire du tort aussi, parce que la justice guinéenne, c'est une justice... La justice guinéenne, c'est une justice à deux vitesses. C'est une justice pour les grands et il y a une autre justice pour les petits. Donc, Cheikh, aujourd'hui, on est en train, on veut l'effrayer. Vous savez, l'État est en train, franchement, de faire quelque chose d'extraordinaire au niveau du mouvement syndical. Quand on se rappelle que c'est Sékou Touré qui est venu du syndicat, qui a été le premier président de la République de Guinée, qui vient d'un syndicat, et le comportement aujourd'hui du syndicat, de l'État et tout, c'est extraordinaire. Franchement, la Guinée est en train de donner une très mauvaise image du mouvement syndical dans le monde. Le Premier ministre, lui, il a pensé à une refonte quand même du syndicat guinéen. Ma crainte par rapport à cette situation, en réalité, du côté du gouvernement, on s'efforce pour faire comprendre aux gens que ça va dans le pays, mais en réalité, ça ne va pas. Il y a tellement de frustration, il y a tellement de crises en attente, et des crises parfois qu'on tente d'étouffer en procédant à l'arrestation de certains leaders, mais je ne pense pas que ce soit la bonne manière. Un État ou des autorités qui veulent mieux gouverner un pays tranquillement pour inciter des gens à investir, ce n'est pas de cette manière. J'ai rappelé cet exemple malheureux en 2007 ou 2006, ça a été comme ça. Il y a eu tellement de concentration de la frustration, à un moment donné, la population s'est fait sentir. Je ne souhaite pas, en 2007, oui, je ne souhaite pas qu'il n'y ait pas récitation, mais à la place des exécutifs, à la place des autorités guinéennes, j'opterais plutôt pour la démarche, celle que j'ai toujours prônée, c'est-à-dire nous devons aller vers la population pour l'amener à adhérer à notre politique et non que la population vous amène plutôt à vous expliquer pour une situation qui l'intéresse clairement. On est pour cette seconde assertion qui est la mauvaise, c'est-à-dire c'est la population plutôt qui demande des comptes aux représentants parce qu'on l'amène dans un dossier glissant qui risque de mettre son avenir en danger. Parce que quand on parle du pouvoir autonome de Conakry, la procédure n'a pas été respectée. Et puis des syndicalistes dénoncent la procédure pour défendre qui on parle bien des Guinéens, l'intérêt, le travail, l'emploi des Guinéens. Quand vous regardez la SNCF du côté de la France, il y a une grève en répétition. Chaque année, on parle de la grève. En France, quand vous entendez la grève en France, le premier secteur touché, c'est bien le secteur du transport ferroviaire. Parce que les gens luttent pour sauvegarder leur emploi. Et de l'emploi, un président qui est venu au pays, c'est pour lutter d'abord pour préserver l'emploi. Alors, l'espèce qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui? On a un père de famille qui a beaucoup d'argent, ses enfants vivent, j'allais dire, dans la misère. C'est l'État guinéen. On dit on va investir au port autonome de Conakry, on va tout faire. On nous a senté ici, quand on a nommé Kassouri, qu'est-ce qu'il a dit aussi? Oui, d'accord. Vous permettez de terminer ma phrase, franchement. Quand il a dit qu'on a beaucoup d'argent, assez de temps sur... c'est important que ça rappelle parce que c'est ça. Vous aimez ouvrir des brèches, ça nous prend du temps. Parce que même quand vous parlez du contrat, même quand vous parlez du contrat, nous-mêmes on doit être prudents. Personne n'a accès à ce contrat. Oui, mais vous n'avez pas vu ce contrat. Vous n'avez pas vu ce contrat. Les syndicalistes apparemment n'ont pas le contrat. Donc ce contrat n'existe qu'au niveau de la présidence. Donc nous-mêmes on doit être un peu prudents là-dessus. Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. Si vous m'avez vraiment suivi, si vous m'avez vraiment suivi, j'ai dit bien un pays responsable. On ne cache pas un contrat. Le contrat qu'on a signé pour la population. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? On cache un contrat et puis les Guinéens manifestent pour que le contrat soit explicité, pour exhibé et puis vous les arrêtez. Franchement, qu'on soit responsable dans ce pays, franchement. D'accord, on va continuer. Je crois que Cheikh n'a pas été arrêté parce qu'il a manifesté son droit par rapport à ce contrat. Voilà. On a dit diffamation des propos, voilà, ça c'est autre chose. Franchement, c'est pourquoi à un moment donné, moi je l'ai toujours dit, même ces acteurs sociaux, les acteurs politiques également, bon, les acteurs politiques peut-être on peut les comprendre, mais les acteurs de la société civile doivent faire une certaine démarcation dans la prise de parole, parce que si vous faites un mélange de ce qui vous est consacré comme droit, vous tombez dans le droit privé. Je suis vraiment désolé, on peut vous écouler à tout moment, ça c'est le droit. Voilà, nous allons continuer cette émission en observant une courte pause. On revient pour la suite de cette émission. Fini les interrogations, les autres, la politique
Sur Sabari FM, l'actu politique, économique, de la société, des sports et de la culture, obéissent à votre compréhension. Vous avez dit les experts, dites aussi Sabari FM. Retour dans ce studio pour la suite de cette émission Comprendre l'actualité. On s'intéresse à la Cour constitutionnelle une fois encore. Véritable cacophonie. Même les juristes se contredisent sur la question de la destitution de Khalifa Sall par les 8 autres conseillers de la Cour constitutionnelle, au point que l'opinion ne sait plus à quelle vérité se fier. Alors, à date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Parce que juridiquement, on a du mal à comprendre où se situe réellement la vérité dans ce dossier. Amadou Macky Diallo. Oui, bon, c'est vrai. Je pense que c'est la question aujourd'hui qui court sur toutes les lèvres. À la limite, on souhaiterait aujourd'hui que le président maintenant se prononce, franchement. Parce que même si aujourd'hui, on disait que vraiment les choses sont revenues à la normale, donc il paraît qu'à ce niveau aussi, il y a un problème, parce que tout simplement, la loi dit que le président est garant du bon fonctionnement des institutions, ça se limite là. Voilà. Donc on ne sait pas quel rôle il peut jouer. Voilà. Le problème aujourd'hui, comme l'a bien dit Maître Traoré, le président, c'est le président du barreau guinéen. Ils ont condamné hier. Hein. Voilà. Donc, même si aujourd'hui on revenait à la normale, c'est-à-dire que les 8 conseillers revenaient à des meilleurs sentiments et continuaient à travailler, il n'y aura plus de confiance, il n'y aura plus de sérénité. Et lui, d'ailleurs, il va plus loin. Il trouve que la meilleure solution aujourd'hui est que tous ces conseillers-là aussi démissionnent, qu'il y ait vraiment un vide pour que le président puisse nommer une autre personne à la tête disons, de ces institutions. Parce que, qu'est-ce qu'il faut craindre à la longue? C'est cette crise de confiance. Ouais. Parce que c'est une institution. Je pense que c'est la plus haute institution de la République de Guinée, la Cour constitutionnelle. Donc, c'est une institution en laquelle tout le monde doit avoir confiance. Donc, à partir du moment où, comme Malik le disait à l'entame de cette émission, à partir du moment où l'imbroglio s'est invité au sein de cette cour institutionnelle, il faut vraiment démêler les chevaux, mettre les points sur les i et y mettre des gens de confiance, des gens qui inspirent la confiance, et que, c'est-à-dire des gens qui peuvent prendre une décision incontestable ou irréfutable au sein de la population. À partir du moment où c'est des gens qui se sont déjà fait la guerre, qui se sont battus, et quelque part, même les hommes de droit, Koulouba le rappelait tout à l'heure, même les hommes de droit ont du mal vraiment à trancher. Tantôt, il y en a qui disent que bon, Khalifa Sall, excusez-moi de l'expression, entre griffes et cuits, même si de l'autre côté, il y en a qui disent que bon, écoute, le droit est déjà dit par les 8 conseillers, c'est fini, ça n'est fini pour Khalifa Sall. Il y en a d'autres qui disent que non, il y a vice de procédure, c'est pas à eux de constater, disons, ce dont on accuse Khalifa, c'est-à-dire l'incapacité de faculté mentale. Voilà, l'incapacité de mener d'exercer ses fonctions de président de la Cour constitutionnelle. Mais quelque part, Malik le disait, il y a vraiment une sainte pagaille, il y a une cacophonie au sein de cette institution qui pousse aujourd'hui, disons, l'observateur à dire que franchement, il faut mettre plat, il faut créer un vide au sein de cette institution et amener des gens qui vraiment inspirent confiance, des gens qui pourront vraiment, auxquels la population a confiance. Sinon que franchement, on va progresser. C'est pas la peine. Oui, Koulouba, qu'est-ce qu'il faut privilégier aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut privilégier aujourd'hui? Comme Macky Sall l'a déjà dit, il faut aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il y a 2 alternatives à mes yeux possibles. La première, que les 8 membres de la constitution, de cette les 8 conseillers de cette cour constitutionnelle, partant de l'analyse faite par certains hommes de droit qui estiment que la procédure de destitution de Khalifa Sall a été violée, partant sur cette analyse-là, que ces 8 membres acceptent de revenir sur leur décision, Khalifa Sall continue à occuper le poste, continue avec sa stabilité, mais le risque à ce niveau, comme Macky Sall a déjà rappelé, il y a une crise de confiance. Mais ce qui est grave, ce qui pourrait ternir non seulement l'image, mais aussi créer beaucoup plus d'instabilité au pays, c'est quoi? C'est que nous avons affaire avec des politiciens. Il y aura d'autres échéances électorales prévues les prochaines années. Alors déjà, les politiciens suspectent les autres, les 8, d'être à la sorte du pouvoir en place, de rouler pour le président Alpha Condé. Donc on va faire partir Khalifa Sall, les 8 membres vont se retrouver pour élire un autre
ils devront se prononcer sur d'autres contentieux électoraux les prochaines semaines ou les prochaines années. La plus proche, cette échéance, c'est bien législative. Et ceux qui se verront leur dossier recalé ou ne pas être accepté ou mal jugé par la Cour constitutionnelle vont tous se dire nous ne connaissons pas la Cour constitutionnelle parce qu'elle est à la sorte d'Alpha Condé ou du RPG Arc-en-Ciel. De contestation en contestation, ce qui est sûr, d'aucuns sont en train de minimiser aujourd'hui, mais ce qui guette le pays, c'est grave, c'est gravissime, il faut craindre le pays. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que vous n'avez pas répondu à cette question. Non, mais qu'est-ce qu'il faut? J'ai déjà répondu. Ma solution, c'est quoi? Vous avez les alternatives. Mes deux alternatives, c'est quoi? D'abord, il faut à la place du président, j'opterais pour la dissolution carrément, la dissolution complète de la Cour constitutionnelle, envoyer de nouvelles personnes qui vont inspirer davantage confiance, ou tout simplement, si ce n'est pas cela, en tout cas à la place du président, ce que je ferais. Alors, si ce n'est pas ça, au moins il faut que quelqu'un fasse ça. D'une manière ou d'une autre, la procédure a été violée parce que, je le disais encore une fois, là même l'actuel président de l'Indias faisait partie de ceux-là qui avaient causé cette histoire de crise. Après, en réalité, c'est une question d'intérêt. Abakar. Mais écoutez, je pense qu'on a péché dès au début parce que ceux qui sont arrivés, on avait dit qu'il fallait avoir la moyenne d'âge de 45 ans. Et à partir de là, ça a été, le principe a été violé et tout le monde a fermé les yeux, on a laissé passer. Donc, déjà, il y a eu vice de procédure. Et la personne a crié. Aujourd'hui, qu'elle fasse ça fait au moins 6 mois, la crise là existe. La première crise qui a commencé, on a dit non, c'était pas bien, il est resté. Et voilà, ils sont restés aujourd'hui. Parce que, moi, la solution, c'est quoi? Tous ces conseillers viennent d'une structure. Que ces structures-là, qu'on fasse appel à ces structures-là, on voudrait que vous remplaciez ceux qui ont été mandatés. Parce que vous allez leur dire de rester, qu'elle va rester, ils ne vont pas travailler encore ensemble. Donc, ils vont rester comme ça dans d'éternelles crises. Donc, on demande à ces structures d'origine de faire remplacer ces conseillers automatiquement. Donc, si Kalfasal a été, c'est pas ça, il est venu de quelle structure, mais qu'il quitte. Parce que les politiciens craignent aujourd'hui, quand il va partir, personne ne sera là pour s'opposer au 3e mandat. La question n'est pas là. La question, c'est la crédibilité. Vous êtes affirmatif là. Non, mais c'est ça. C'est ce que les politiciens disent. Vous êtes affirmatif. C'est ce que les politiciens disent. Ils disent que c'est leur crainte. La Constitution ne parle pas de 3e mandat. Même tout de suite là, on a dit. Même si ça fait mal à d'autres auditeurs qui nous pratiquent. Aujourd'hui, peut-être sauf si on veut fermer les yeux. On veut faire peut-être la cour du roi du Pétou. Mais on sait les intentions du pouvoir en place. Même aujourd'hui, avant de rentrer dans le studio, j'ai lu un post d'un communicant du RPG Arc-en-Ciel qui a dit qu'il faut un 3e mandat pour le pouvoir en place. En tout cas, ça se trame. Même eux, ils ne le cachent plus. Ils le disent clairement. D'accord. Ils se nomment Calo diplomate, c'est connu. Ils ne se cachent plus, ils le disent. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a des députés même qui le disent. On voit la crainte du pouvoir. Mais la solution, puisque est-ce que le pouvoir, il est permis, la loi accorde au président de la République de dissoudre la Cour constitutionnelle? Ça, c'est une grosse question. Maintenant, la meilleure solution, à mon avis, c'est demander à ces structures d'origine de procéder au remplacement de ces conseils qui ont été mis là. Sinon, parce qu'aujourd'hui, ceux qui étaient là censés nous dire le droit sont aujourd'hui, ils sont en contradiction. Quand vous écoutez un autre, ils disent non, les carottes sont cuites, c'est fini. Si c'est un arrêt qui a été rendu par la Cour constitutionnelle, c'est fini, on ne revient plus après cet arrêt-là. Il y a d'autres qui disent non, l'arrêt a été rendu, mais il y a eu violation de procédure parce que ce n'est pas à eux de constater l'incapacité du président de la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'il y a eu un médecin qui a dit qu'il est physiquement incapable ou... Donc, voilà, il y a un problème aujourd'hui. Donc la meilleure solution, au lieu qu'on se mette encore... On ne peut pas faire maintenant table rase. Les conseillers. On ne peut pas faire table rase au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce que le problème là, ça fait 1 an que ça existe. Donc ce n'est pas une petite affaire, c'est une grosse affaire. Sinon ça va affecter. Merci. Parce que les craintes c'est quoi? On va les maintenir, on va organiser des élections législatives. Après, pour statuer sur les contentieux électoraux, il n'y aura pas de compromis. Donc il y aura encore un blocus. Donc le mieux c'est de les remplacer. Merci. Barry, vous aussi également, vous optez pour cette alternative? Non, moi je crois que... Et je suis très convaincu que cette crise qu'il y a au niveau de la Cour constitutionnelle, elle a été créée et soutenue, elle est entretenue par la présidence de la République. Ça, tout le monde le sait. On voulait absolument... Non, tout le monde ne le sait pas. Tout ça, non. Ça, quand même... C'est le point de vue de Barry. Allez-y. Ça, c'est clair. On voulait... C'est-à-dire pour ceux qui sont en train de faire la promotion du 3e mandat pour le professeur Alpha, ils avaient pensé à un moment passer
par l'Assemblée, mais attention, à l'Assemblée, il n'y a pas l'unanimité parce qu'il faut les 2/3, il faut 76 députés, et là, le RPG Arc-en-Ciel seulement, même dans le RPG Arc-en-Ciel. 51 députés. Non, mais il faut 76, et même dans le RPG Arc-en-Ciel, il y a des gens, il y a des voix qui sont élevées pour dire non, pas question d'un 3e mandat pour le professeur. Là, on sait que là-bas, c'est verrouillé, on ne peut pas. Donc, celui qui peut faire obstacle, celui qui est en train de faire obstacle vraiment au 3e mandat, c'est incontestablement le président de la Cour constitutionnelle, d'ailleurs, qui avait pris soin d'attirer l'attention du président de la République lors de sa prestation de serment. Cela est clair aujourd'hui que lorsqu'on arrive vraiment à déverrouiller au niveau de la Cour constitutionnelle, on ouvre le boulevard du 3e mandat. Le boulevard du 3e mandat. Ça, c'est clair pour tout le monde. Moi, ce n'est pas une question de droit et tout ça, mais une fois encore, le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ne doit pas être au-dessus des droits de la République. Ça, tout le monde le sait. Donc, c'est une fois encore, aujourd'hui, la présidence qui est devenue en quelque sorte le boulanger, qui mélange tout. On est en train de donner une très mauvaise image parce que l'instabilité des institutions de la République, ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon. Merci Barry Mamadou. Merci également aux autres experts. Nous vous quittons avec le message du président. Et juste derrière, vous allez une fois encore entendre ce cinglé qui nous a appelé hors antenne pour nous menacer. Les démarches sont en cours pour être démasquées et arrêtées. En tout cas, nous suivons de très près ce dossier. On n'est pas prêt à lâcher prise. Tout de suite, place au beau du président. Et on se retrouve demain pour un autre numéro de Comprendre l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle.